Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans votre émission Entretien avec. Dans ce numéro, nous avons l'honneur et le plus grand plaisir de recevoir M. Souleymane Aliou Diallo. Il est le président de l'ONG Otra Africa. Bonsoir, M. Diallo. Oui, Kandé, je vous remercie de l'intérêt que vous avez pour Autre Africa. Vous me permettez avant tout de saluer vos téléspectateurs, vos éditeurs et vos flyers, comme aujourd'hui ça se dit. Vous renouvelez nos sentiments d'encouragement par rapport à ce que vous faites. Vraiment, vous êtes dans le milieu médiatique, très connu et très brave. Remercier et surtout présenter nos voeux. Nous sortons d'une fête très importante, d'une fête musulmane, où c'est l'occasion de s'accorder le pardon, de pardonner et de se faire pardonner. Parfois, par rapport à notre mission, ce n'est pas facile, puisque nous intervenons sur un dossier très sensible, qui touche beaucoup de foyers, qui est assez complexe, transversal, et il nous arrive parfois de heurter certains. Donc on profite de cette fête que nous venons de sortir pour demander à tous, à toute personne qui se sent heurtée par rapport à ce que nous faisons. Ce n'est pas notre intention, nous demandons pardon. Alors, vous le disiez tout à l'heure, donc des questions liées à l'immigration, vous y avez travaillé pendant plusieurs années. Récemment, il y a eu des cas de bousculade, n'est-ce pas, au niveau de Média, et avec plusieurs morts et des blessés, l'immigration irrégulière qui refait surface. Comment vous analysez cette situation? Vous savez, à chaque fois qu'il y a tragédie par rapport à l'immigration, c'est déplorable. Puisque comme nous avons l'habitude de le dire, et c'est tout à fait ça, l'immigration est un droit naturel, avant que ce soit un droit juridique. Donc toute personne a le droit de se mouvoir, de partir, de venir, de se déplacer, de s'établir là où il sent sa sécurité, là où il sent son bonheur, là où il sent sa vie. Maintenant, se déplacer d'une façon très difficile et à la limite même perdre la vie pour se déplacer, c'est déplorable. C'est déplorable. Ce que nous voyons à Ceuta et à Melilla, c'est inquiétant. C'est inquiétant par rapport à la jeunesse africaine. C'est inquiétant par rapport au développement de l'Afrique. Je pense que nos autorités, nos dirigeants, les dirigeants africains, il est temps qu'ils prennent ce dossier à bras le corps. C'est un dossier qui fait maintenant plus de 2 décennies et que malheureusement, hélas, le constat est là. Nous n'arrivons pas à trouver une solution permanente qui fait que nos jeunes n'arrivent pas à prendre le désert ou ils n'arrivent pas à prendre l'Atlantique pour vraiment aller migrer. Il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'ensemble, qu'on trouve des solutions par rapport à ce fléau. Oui, je le disais, donc c'est assez déplorable, assez autant de morts dans les rangs de la jeunesse africaine. Nous qui croyons que ce phénomène était déjà terminé, Président. Vous savez que ce phénomène ne peut pas se terminer comme ça. Ah oui? Ce phénomène n'est pas un phénomène oral. Malheureusement, il y a une conjoncture économique, macroéconomique qui est là. Également, il y a un désespoir qui anime la jeunesse. Également, les difficultés liées à l'économie, au développement et par rapport à la tentation également. Et cette fausse illusion de l'Eldorado d'ailleurs. Ce qui fait que pour trouver une solution pérenne, il faut de très larges concertations, de la concertation ouverte. Et qu'on puisse toucher ce problème au fond. Ce n'est pas seulement un problème d'emploi, comme certains le suggèrent. Non, je suis vraiment désolé, non. C'est au-delà d'un problème d'emploi. C'est au-delà d'un problème économique. C'est un problème culturel et social sur lequel nous devons approfondir la réflexion et approfondir les voies de solution. Nous ne pouvons pas nous barricader pour dire que les jeunes vont à la recherche de l'emploi. Certains parmi eux ont de quoi s'occuper. Certains parmi eux sont occupés ici. Donc par rapport à ça, ils ont une occupation. Maintenant, c'est renforcer cette occupation, valoriser cette occupation et leur donner de l'espoir par rapport à cela. Et pour ça, il faudrait que vraiment qu'on aille au-delà de leur expérience et au-delà de leur expérience. Ça, ce sont des problèmes sur lesquels, comme je le dis, c'est un problème qui est au-delà d'un problème conjoncturel, mais qu'on aille vers des problèmes structurels
pour résoudre ce problème, il faut qu'on aille au-dessous de ce que voient les jeunes. Et aujourd'hui, les jeunes ont tendance à croire que l'Europe, c'est l'Eldorado. Et l'Eldorado européenne, bon, nous l'avons vécu, hein, puisque bon, combien de jeunes ont été en Europe, ils ont étudié en Europe, combien d'entrepreneurs ont été en Europe. Mais si nous n'arrivons pas à rompre cette barrière vraiment de complexité avec l'Europe, jusque-là, ce fléau ne peut pas être éradiqué. Et il nous faut aujourd'hui trouver des solutions pour éradiquer cette solution. Nous allons y arriver sur cette solution. Restons justement dans le cadre effectivement de ces cadres qui ont été notés. Et après, quelle a été la réaction d'autres Africains? On parle d'inhumation de certains et pour d'autres maintenant, ils sont dans des situations. Comment a évolué la situation entre-temps? Bon, vous savez que ce type de mouvement engendre toujours des morts. Hein. C'est déplorable. Moi, je dis tout jeune Africain qui meurt pour traverser ou bien pour voyager dans ces conditions parfois difficiles, inhumaines, me fait mal. Me fait mal puisque moi, j'ai voyagé, j'ai été en Europe, j'ai eu l'expérience et ce n'est pas ce que je souhaite pour mon fils, ce n'est pas ce que je souhaite pour mon frère, ce n'est pas ce que je souhaite pour ma famille, donc je ne le souhaiterai pas pour un autre jeune Africain. Maintenant, la responsabilité, c'est à quel niveau qu'il faut la situer. Pourquoi ces jeunes sont là et pourquoi ces jeunes sont obligés de prendre ce système pour vraiment... Ça, c'est un problème sur lequel... Maintenant, les morts à Ceuta, les responsabilités sont à situer. Je pense qu'on a entendu l'ONU, on a entendu les partenaires multilatéraux, les ONG s'exprimer sur ça. Nous, autres Africains, quand on a eu d'abord information de cela, nous avons voulu savoir qui étaient impliqués, qui sont ces jeunes, c'est de quel qui. Bon, nous avons eu écho par rapport à des jeunes ouest-africains, mais la grande majorité, c'était des jeunes de l'Afrique de l'Est, des cornes de l'Afrique. Bon, pour le Sénégal, jusqu'à là, nous n'avons pas encore enregistré de décès sénégalais. Ça, nous pouvons le confirmer jusqu'à là. Hein. Et bon, ensuite, nous avons eu écho de l'inhumation de certaines dépouilles sans identification. À cela, nous avons tapé sur la table pour demander au royaume marocain, comme le suggère la Convention de Vienne, de ne pas enterrer en catémini. D'abord, d'identifier les corps et après identification, de les remettre à leur pays d'origine. Bon, je pense que ça également, les autorités marocaines, immédiatement après cela, ils ont arrêté. Mais ce qui est déplorable aujourd'hui dans cela, c'est que les jeunes Africains se retrouvent dans un système où c'est entre l'Espagne et le Maroc, dans une crise politique, diplomatique, où nous, jeunes Africains, on n'a rien à voir. Malheureusement, c'est nous qui payons les pots cachés. Rappelez-vous ici, en juillet de 2021, quand il y a eu cette crise entre le Maroc et l'Espagne sur la question du Sahara. Le Maroc a eu à faire pression sur l'Espagne en ouvrant ses frontières et plus de 8000 jeunes Marocains avaient rentré illégalement dans le territoire espagnol. Ce qui avait permis à l'Espagne de reculer un peu sur la question du Sahara. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque nous déplorons. Plus de 2000 jeunes ne peuvent pas descendre de ce falaise, descendre comme ça, faire mouvement de ces barrières sans que les autorités de renseignement marocaines puissent être informées et prendre des mesures vraiment dissuasives avant qu'ils arrivent à cette barrière. Ça, je pense que dans un État comme le Maroc, État aussi organisé, État policier comme ça, il y a anguille sur roche et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle nous demandons qu'une enquête indépendante puisse situer les responsabilités pour qu'on puisse savoir ce qui se passe. Et cela, effectivement, il y a donc une zone d'ombre. Alors, vous, juste après, vous avez interpellé également le président de la République, Macky Sall, présent, n'est-ce pas, donc à l'exercice de l'Union africaine, et à prendre le corps justement cette problématique, M. Diallo. Bon, vous savez, hein, comme je l'ai dit tantôt, le problème de la migration africaine est un problème qui est vraiment très, très difficile, qui est très délicat. Et que ce n'est pas seulement un problème national, pour qu'on puisse dire c'est le Sénégal, c'est la Guinée, c'est le Mali, c'est le Burkina Faso, c'est le Niger. Non, c'est un problème transversal, c'est un problème international. Et aujourd'hui, je pense que c'est la migration africaine qui est mise sur la sellette. Les États-Unis, ils ont leur problème de migration, les Mexicains par rapport aux États-Unis. Mais ils sont en train de trouver des voies de solution. Donc, nous pensons que par rapport à cette migration africaine, c'est une question multilatérale. Donc, les pays
africaines doivent s'asseoir et discuter profondément sur cette question. Puisque nous retenons que l'Europe a besoin de main-d'œuvre. Et pour preuve, lorsqu'il y a eu la crise en Ukraine, à l'intervalle d'une semaine, l'Union européenne, ils se sont réunis, ils ont trouvé des mécanismes et des solutions pour l'intégration des Ukrainiens. Plus de 20 000 à 40 000 Ukrainiens ont été intégrés dans l'espace de Schengen, dans l'espace de l'Union européenne. Nous, il y a presque plus de 10 000 jeunes qui sont ici sur les barrières de Ceuta et de Melilla. Ça fait presque plus de 15 ans. Nous n'arrivons pas à trouver une solution par rapport à cela. Il y a un problème. Moi, je déplore que lors des grands sommets, G15, G7, G8 et autres, la question de la migration africaine ne se pose pas. Aujourd'hui, les jeunes Africains ont droit de bouger, ils ont droit de migrer, ils ont droit de voyager. Ils ont droit de voyager librement. Nous devons leur faciliter ce droit-là. Mais malheureusement, il faut le reconnaître. Il y a une restriction par rapport à la mobilité des jeunes Africains. Un jeune Européen peut se déplacer librement vers l'Afrique, accompagné par ses gouvernants. Mais nous, par contre, nous n'accompagnons pas nos jeunes. Je vous donne l'exemple. Il est très facile aujourd'hui, par rapport aux main-d'œuvre, par rapport aux besoins de migrants en Europe. Il suffisait juste de devoir s'organiser par État ou par qui. Aujourd'hui, je donne l'exemple du Sénégal. Combien de jeunes veulent sortir? Il suffisait de les encadrer, qu'ils soient pêcheurs. L'Espagne a besoin de pêcheurs. L'Espagne, tout ce qui est basque, tous ces pirogues basques qui viennent dans les eaux africaines ont besoin de main-d'œuvre de pêcheurs. La métallurgie, combien de soude de menuisiers métalliques qu'on peut encadrer? La menuiserie, tout ça, on ouvre une bourse où les jeunes peuvent s'inscrire. On les accompagne à la langue de destination. Ils veulent aller en Allemagne, on les accompagne, on les forme en allemand. Ils veulent aller en Pologne, on les accompagne. Selon la demande de chaque pays, on intègre ça et on organise cette mobilité qui permet qu'ils ne vont pas envahir l'Europe et ils peuvent se déplacer, se former et se développer par rapport à ce qu'ils ont. Ce sera un partage. Il y a des mécanismes sur lesquels, si on approfondit la réflexion de tous bords, sans exclusion, on peut trouver des solutions légales où les jeunes peuvent se déplacer et que les autres pays ne se sentent pas menacés. Nous aussi, on ne sent pas que nos jeunes sont en train de nous déserter. Il suffit d'une réflexion profonde, approfondie, et on peut trouver des mécanismes et des canevas de solutions par rapport à cela. Alors, vous l'avez évoqué dans vos explications, il est assez facile pour les Européens de venir vers l'Afrique. Mais c'est tout à fait le contraire pour nous, Africains, d'obtenir un visa et donc de se rendre, n'est-ce pas, dans ce pays. Aujourd'hui, il faut revoir, n'est-ce pas, à mon avis, donc cette question liée, n'est-ce pas, au déplacement des jeunes Africains vers l'Europe. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas cette question, n'est-ce pas, ce n'est pas là où il faut mettre, n'est-ce pas, l'année, mais également au cas où on aurait, n'est-ce pas, ces grandes puissances, n'est-ce pas, ne seraient pas favorables, n'est-ce pas, à ce que vraiment ces Africains, n'est-ce pas, se déplacent pour aller vers l'Europe. Mais qu'on n'est-ce pas, la réciprocité, puisque l'Afrique, c'est l'avenir, ils le disent. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question liée à la réciprocité ne pourrait pas, peut-être, à mon avis, être, n'est-ce pas, un déclic? Vous savez, moi, j'entends toujours parler de la réciprocité. La réciprocité, à quel sens? Oui. La réciprocité, si on parle de la réciprocité, c'est quand les forces sont égales de part et d'autre. Oui, mais malheureusement, à cet instant, la réciprocité va être déséquilibrée. Eux, ils ont encadré la mobilité, le déplacement de leurs jeunes vers ton continent. Mais toi, tu n'as pas encadré le déplacement de tes jeunes vers leur continent. Voilà, il y a un problème. Il y a l'autre problème, c'est l'aspect monétaire, le besoin. Aujourd'hui, les jeunes, si tu veux parler de réciprocité, alors que le jeune Sénégalais, le jeune Malien, le jeune Guinéen est disposé à aller balayer les rues de Düsseldorf, de Bruxelles, de Paris et d'autres, alors qu'ils ne sont pas capables de balayer les rues de Dakar, de Conakry, de Lomé et d'Abidjan. Pourquoi? Pour la simple raison que le balayeur de Düsseldorf, ce qu'il gagne est 2 fois supérieur et meilleur. Les conditions de balayer à Düsseldorf sont meilleures que les conditions de balayer à Abidjan. Donc il faut d'abord, quand tu parles de réciprocité, savoir donner l'équilibre par rapport à ça. Et également au besoin. Le besoin. Aujourd'hui, la grande majorité des jeunes, ce sont les jeunes africains qui veulent partir. Il y a moins de jeunes européens qui... Alors que l'avenir, ça on le bat sur l'aspect économique.
C'est la raison pour laquelle je dis l'aspect social et culturel est là. Bon, si c'est l'aspect économique, l'Afrique c'est le futur. Hein. Ils sont en train, ce sont les industriels, ce sont les industriels, c'est l'économie, c'est les finances, c'est les industries qui veulent venir en Afrique. Mais culturellement, socialement, les Européens sont ces jeux. Nous aussi essayons de développer culturellement et socialement que nos jeunes restent chez nous. Et maintenant, par rapport à l'aspect économique, l'aspect finance et nos ressources naturelles, qu'on puisse les partager d'une façon équitable et que toutes les populations se sentent par rapport à ces recherches-là. Que ces recherches ne soient pas détournées, que ces recherches ne soient pas surexploitées, que ces recherches ne soient pas vraiment une gabegie par rapport à l'exploitation de ces recherches. Donc voilà, quand on parle de réciprocité, il faut savoir là où mettre les pieds. Aujourd'hui, la question, l'Union européenne a su régler la question par rapport à eux. Ils se sont barricadés à travers l'espace Schengen, ils ont mis leur protocole, ils ont mis leur procédure, ils ont mis ces histoires de visa. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous réclamons. La politique de la migration africaine. Par rapport à la CEDEAO, quels sont les protocoles que vous connaissez? Quelles sont les conventions que vous connaissez? Qu'est-ce que la CEDEAO fait pour favoriser le déplacement de ces enfants? Qu'est-ce que la CEDEAO fait pour permettre à ces enfants d'être très bien protégés à l'extérieur et d'avoir la possibilité de voyager dignement dans des conditions meilleures? Qu'est-ce que la CEDEAO a mis sur la table si vous demandez vraiment cette politique de réciprocité, le Sénégal seul ne peut pas régler ce problème. Le Sénégal n'est pas assez puissant pour faire face à ce problème. Le Sénégal peut dire, quelqu'un peut mettre les normes d'entrée dans son espace, dans son territoire. Pour rentrer dans mon territoire, il faut demander le visa, il faut tel. Mais au moment où tu facilites, où tu te barricades, ce sont des barricades. Ce sont des barricades. Au moment où tu mets non, pour rentrer, il faut faire ça, il faut payer ça. Au même moment, ton pays voisin est en train d'ouvrir ses frontières pour attirer l'investissement extérieur, pour acquérir des ressources supplétives. Donc, c'est un problème. C'est un problème que seul le Sénégal ne peut pas régler. Au moment où le Sénégal ferme ses frontières, met des restrictions, met ses réciprocités, l'autre pays voisin est en train d'ouvrir et faciliter la mobilité par rapport au tourisme, par rapport à tout ce qui est culturel, par rapport à l'éducation. Donc c'est le Sénégal, après à l'essence c'est le Sénégal qui perd. Donc c'est pas comme ça, c'est une question globale, c'est une question sous-régionale, ce sont les États de la sous-région qui doivent s'asseoir et avoir une politique commune par rapport à la migration, par rapport à ces questions. À ce moment-là, on pourrait parler de réciprocité et à ce moment-là, ça pourrait avoir une force sur la table de négociation. Oui, alors vous avez, je disais tantôt, vous avez essayé d'interpeller les plus hautes autorités sénégalaises, africaines. Alors, Moussa Faki également a réagi. Est-ce que sa réponse, n'est-ce pas, vous paraît suffisante je viens d'apostropher tout de suite cette question. J'ai suivi la sortie de Moussa Faki. Moussa. J'attends de plus. Hein. C'est sérieusement, moi j'attends plus de nos autorités. Et c'est la raison pour laquelle que je dis nous devons aller au-delà. Nos autorités doivent aller au-delà de ce que nous avons retenu. Et ce ne sont pas des condamnations de principe, des condamnations qui est... Moi je pense qu'aujourd'hui, Moussa Faki Moussa devrait descendre sur le terrain. Ils doivent aller au-delà de Niamey, aller à l'intérieur du désert, voir les conditions dans lesquelles l'OIM est en train de travailler avec ces jeunes au désert en Niger. Ils doivent aller sur les barrières à Nador, à Ceuta et à Melilla, voir dans quelles conditions les jeunes africains sont. Et à partir de là, c'est à partir de là qu'une large concertation de l'ensemble des acteurs, je parle de l'ensemble des acteurs, les ONG, les partenaires au développement, les États destinataires, les États de sortie, les communautés, et tous ensemble, qu'on puisse s'asseoir et faire le diagnostic de cette situation et prendre des mesures, mais que ce soit également des mesures exécutables. Parce qu'on ne peut pas prendre des mesures, que ce soit des mesures conservatoires, des mesures de punition. Ici au Sénégal, on a pris des lois contre le trafic inhumain de personnes, la loi 2005-06. Il y a des arsenals qu'ils ont mis pour dissuader. Mais jusque-là, ce n'est pas dissuasif. Ce n'est pas dissuasif parce que la demande est encore là. Et si cette demande-là, tu ne peux pas interdire une personne de faire une chose et tu ne mets pas une alternative par rapport à cela. Les mesures d'accompagnement doivent être permanentes, doivent être pérennes, doivent être exécutoires. Aujourd'hui, nous recevons énormément de fonds de l'Union européenne, des autres. Ces fonds sont mis en disposition et certains même sont mis en exécutoire. Mais cela n'est pas dissuasif. Comme je le disais tantôt, le problème, ce n'est pas un problème
financier. C'est un problème assez profond. Pour qu'on puisse tout travailler sur la migration, il faut que d'abord qu'on règle le problème monétaire, l'équilibre monétaire. Si nos enfants pensent aller travailler là-bas, ils gagneront plus, l'attraction est là. Des conditions de travail. Si les conditions de travail ne sont pas meilleures, je donne l'exemple aujourd'hui, toi, journaliste, structure, t'accompagne sur tout le process. Tu as toute la documentation, tu es pris en charge, tu as l'hébergement, tu as les conditions monétaires, toutes les conditions de prise en charge sont réunies. Mais pourquoi on devrait te refuser le visa alors que tu pars juste pour 15 jours faire ton travail et revenir? Ça, ce sont ces restrictions que toi, ou une structure, ou un pays ne devrait pas... ce sont ces problèmes-là qu'on doit résoudre pour vaincre d'abord la migration. Si nous ne travaillons pas, et que nos États, nos gouvernants, ne prennent pas ces dossiers-là en bras le corps, comme nous le disons, parce que parfois, eux, ils n'imaginent même pas le degré de rejet de ces demandes de visa. Je pense que nos gouvernants sont en équidistance, ils sont très loin de la réalité de certaines choses. Leurs fils peuvent voyager librement, leurs familles peuvent voyager librement, ils peuvent intervenir pour leurs voisins, pour leurs frères, pour leurs amis. Mais c'est ce qu'ils n'ont pas accès à eux. Et que c'est un droit fondamental, hein, donc voilà, les questions liées à la migration, à la mobilité, n'est-ce pas, des citoyens, oui c'est vrai. Alors ce que nous constatons, malheureusement, M. Diallo, dans les ambassades, ce n'est pas ça, on octroie, n'est-ce pas, un minimum de visa, n'est-ce pas, aux Africains, et pourtant qui paye de l'argent, cet argent n'est pas remboursable, malheureusement. Oui. Bon, là également, ce sont des fonds, mais tout ça, moi, je le mets vraiment dans la souveraineté des États. Oui. Bon, je pense que ça sont des accords. Chaque État est souverain. Aujourd'hui, moi, je dis que prenons le cas de la France, hein, qui est plus qui. Oui. Si la France arrive à faire payer des demandeurs de visa sans, qui sont non remboursables, oui. C'est parce que les États africains qui les ont accrédités l'ont accepté. Oui, c'est clair. Ça, c'est clair. Oui. Sinon, on aurait pu mettre des clauses dans ce qu'on dit. Si une personne demande le visa et qu'on n'arrive pas à lui donner le visa, son montant soit remboursable. Et ça, c'est récent. Tout à fait. Moi, je vous rappelle dans l'histoire, l'histoire de la migration. Vous savez, la migration clandestine ne date pas d'aujourd'hui. Je me rappelle, bon, ça, de temps en temps, j'en discute avec certains de nos anciens par rapport à nos investigations. À l'époque des frontières de l'Europe, quand les gens quittaient la France pour aller vers l'Italie, ils le faisaient d'une façon clandestine. En Espagne, par exemple, ferrocarril clandestine, ils avaient créé des systèmes pour quitter l'Espagne pour aller vers la France. Et pour ces histoires de visa, jusqu'aux années 90, le remboursement du visa était... Au contraire, c'est quand tu avais le visa que tu devais payer. Oui. À l'époque, quand tu n'avais pas le visa, quand on te rejetait, tu ne payais pas. D'accord. Alors, M. Diallo, nous arrivons malheureusement au terme, n'est-ce pas, de cet entretien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais je pense que nous reviendrons spécialement pour d'autres questions liées, n'est-ce pas, à la migration. Peut-être juste un dernier mot. Et en tant que président d'une ONG aussi importante que Africa, peut-être un message, un dernier mot. Bon, le mot que moi je voudrais d'abord, c'est à l'encontre du président Macky Sall. Oui. Le président en exercice de l'UA, vraiment, qui est à fond, hein, vraiment dans ce dossier. Mais je demande au président Macky Sall de prendre ce dossier à bras le corps, comme il a eu à le faire sur beaucoup de dossiers, le dossier de l'Ukraine, la pandémie de la Covid-19, il était engagé au premier plan. Nous sommes disposés à l'accompagner, à dire ce que nous pensons, ce que nous voulons, comme nous le voulons. Mais nous ne sommes pas des exécutants. C'est eux qui ont le pouvoir politique. Nous ne pouvons que penser des voies de solution et apporter ça sur la table. Et encore une fois de plus, ce ne sont pas des postes. Nous ne sommes pas intéressés par quoi que ce soit. C'est juste que ce problème-là, qui dure de 2 décennies, que jusqu'à là, et que je pense que les pouvoirs politiques africains, les pouvoirs publics africains peuvent et doivent solutionner ce problème, puisque c'est la jeunesse africaine qui est décimée. Et donc le président Macky Sall, nous le plions de prendre ce dossier comme dossier prioritaire. Je pense que nous avons la chance, puisque lui, au moins, sa jeunesse est impliquée et touchée au premier plan. Et il connaît le dossier.
il n'a qu'à en faire un dossier africain, plaider pour ce dossier. Et l'autre message que je voudrais lancer, c'est par rapport à la jeunesse africaine. C'est à nous de construire notre continent. Le continent est encore vierge. Le continent a tous les potentiels. Nous avons de l'eau. Nous avons du bois. Nous avons des ressources naturelles. Nous avons tout ce qu'il faut. La seule chose qui nous manque, c'est de croire à nous-mêmes, c'est à l'unité, être ensemble pour développer ce continent et utiliser notre intelligence pour le développement et croire à ce continent. Il est très important pour que la jeunesse africaine croie à ce continent et reste pour ce continent-là, pour travailler pour ce continent. Si nous ne travaillons pas pour ce continent, ce sont les autres qui vont venir exploiter nos richesses et toujours nous allons suivre, toujours être derrière ce continent. Kandé, vraiment, je vous remercie encore. C'est un dossier qui m'appassionne. C'est un dossier sur lequel nous avons beaucoup d'engagement parce que nous croyons à cela. Et parler de ce dossier nous anime encore plus. Parce que nous avons été de l'autre côté de l'Europe. Et nous avons vu eux, comment ils ont fait pour développer leur... Et nous devons croire à notre culture. Il faut qu'on arrête le suivisme. Avoir de belles voitures, avoir de belles maisons, vivre à l'européenne, alors que nous avons la culture africaine, qui est une belle culture. Nous avons nos réalités africaines. Il faut qu'on prévale ce que nous avons d'africain, ce que nous avons de pur, ce que nous avons de culturel, ce que nous avons de tradition, ce que nous avons hérité. Vous savez, si quand on remonte un peu l'histoire, les traditions mandinques, les traditions peuls, nos ancêtres et ancêtres, ils vivaient bien. Certes, la modernité est là, mais mélangeons la modernité et nos cultures pour être indépendants. Il faut qu'on soit indépendant dans nos subconsciences, il faut qu'on soit indépendant dans nos pratiques, il faut qu'on soit indépendant par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre esprit pour qu'on puisse être indépendant par rapport à l'Occident. Merci beaucoup Kandé, merci beaucoup mon cher. Je suis très content de partager ces moments avec vous. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc l'entretien avec M. Souleymane Aliou Diallo. Il est le président de l'ONG Autre Africa ou Autre Afrique, comme vous le voulez. Alors, vous avez entendu avec lui, nous avons eu à décortiquer plusieurs questions liées, n'est-ce pas, à l'immigration clandestine ou irrégulière qui, malheureusement, refait encore surface. Et vous avez entendu ces événements tragiques, n'est-ce pas, au niveau de Medellin. Et Souleymane Diallo, pendant plusieurs années, a eu à travailler, n'est-ce pas, autour de ces questions avec son équipe. On va se donner rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Entretien avec. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.